Bonjour à tous. Donc moi je vais vous faire un rapide point de conjoncture. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais juste vous présenter les 4 productions grande culture, viticulture, bovin viande, bovin lait. Vous avez dans les dossiers quelques diapos supplémentaires dont je vous laisserai prendre connaissance sur les ovins, le porc et la volaille. Donc je commence par les grandes cultures. Donc ce qui est marquant pour la récolte 2019, c'est évidemment la moisson record qui a été faite en blé et en orge. Donc c'est une année très favorable à la fois en niveau de rendement et en termes de qualité. Pour ce qui concerne le blé, on a quand même un rendement moyen de 84 quintaux par hectare. C'est-à-dire que c'est 10 quintaux de plus que la dernière année record en 2004. Et puis, vous voyez, c'est largement supérieur à la moyenne quinquennale. Pareil pour l'orge, 85 quintaux par hectare. En termes de prix, alors on a par contre des prix qui sont un peu en recul par rapport à l'année dernière. Cependant, on devrait être à peu près à 140-150 euros par tonne en prix final pour le blé panifiable. Et puis, certes, il y a une baisse par rapport à l'an dernier, mais les volumes vont compenser en grande partie la baisse des cours. Donc, ces très bonnes moissons... Qu'est-ce qui tourne? Ouais. Donc là, tu peux tourner. Donc, en culture d'hiver, compenseront en partie donc, les rendements les rendements moyens des autres cultures. Cette année, par contre, c'est une mauvaise année pour le colza. Donc, on a quand même un rendement moyen pour le colza de 37 quintaux par hectare. Donc, on est assez proche de la moyenne quinquennale. Par contre, on a une très forte hétérogénéité pour ce qui concerne le colza, c'est-à-dire que les rendements s'étalent entre 45 quintaux par hectare pour les meilleures parcelles jusqu'à 10 quintaux pour les parcelles notamment en côte chalonnaise. Alors pourquoi de telles difficultés en colza? Pour 2 raisons. Déjà, on avait eu un printemps, des conditions d'implantation de la culture mauvaises, donc il y a eu de très mauvaises levées et donc des peuplements insuffisants pour... beaucoup de parcelles et donc les agriculteurs ont été conduits pour certaines de ces parcelles à replanter des cultures de printemps derrière, d'où une certaine diminution des surfaces au niveau Saône-et-Loire de la sole de colza. Cependant, cette diminution de 6% par rapport à 2018, elle est relativement modérée si on compare aux diminutions de sol dans les départements voisins. Et je pense notamment à Lyon et à la Côte d'Or, où là, on a des réductions qui peuvent aller jusqu'à 60% de la surface en colza. Voilà, donc le colza, la difficulté, je vous l'ai dit, c'est les difficultés de levée, mais aussi de grosses difficultés à gérer les insectes et les grosses saltises en particulier, parce que on a eu des développements de résistance aux insecticides et puis certaines substances maintenant qui ne sont plus autorisées, donc on a du mal maintenant à contrôler les ravageurs pour cette culture. Pour ce qui concerne les autres cultures, maïs, soja, ce sera plutôt des rendements moyens. Voilà, le maïs, les ensilages ont commencé fin août. Les récoltes de grains, ça sera début octobre. Là aussi, ça sera assez hétérogène. On a des bonnes parcelles là où il y a eu des orages au bon moment et puis des parcelles beaucoup moins bonnes. Donc les courbes, ça illustre un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'en bas, on a les courbes blé, maïs et orge. Donc ce sont des cours depuis la récolte 2018 qui sont plutôt orientés à la baisse, puisqu'on a eu des grosses récoltes au niveau mondial sur ces cultures. Par contre, le colza, c'est la courbe du haut. Là, c'est l'inverse. On a eu plutôt des mauvaises récoltes dans l'Union européenne, donc les cours sont soutenus. Voilà, on passe à la vitie. Donc viticulture, comme l'a dit Bernard Lacour, cette année en Saône-et-Loire, la récolte est annoncée historiquement faible à très faible. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une année effectivement qui a été marquée par les effets probables du changement climatique. D'abord avec un gel important au mois d'avril, à plusieurs reprises. Donc comme les températures avaient été plutôt clémentes, il y avait eu un débourrement précoce et puis il y a ces gelées qui sont arrivées.
Ensuite, du fait toujours des températures élevées, on a eu une mauvaise floraison, une mauvaise nouaison, donc un nombre de baies assez réduit, enfin disons plus faible que la moyenne. Et puis enfin, pendant l'été, il y a eu le sec, le vent, la chaleur. Hein. On était à plus 2 à plus 3 degrés de plus que les normales saisonnières en juillet-août, qui ont fait que le poids des baies a été impacté. Et voilà, donc au total, on devrait avoir une récolte annoncée entre moins 25, moins 50%. Bon, ça c'est à voir hein, quand on aura fini les vendanges, mais quand même une petite récolte avec des fortes variations selon les secteurs, les cépages et donc les appellations. Je regarde Benjamin, il a bien insisté là-dessus. Voilà, et puis on a évidemment des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, et notamment le nord du Mâconnais avec notamment l'Uni, dont parlait tout à l'heure Bernard Lacour, et Azé. Voilà. Donc après, ce que ça donne sur les... Alors oui, on voit que cette situation en Saône-et-Loire, elle n'est pas propre uniquement à la Saône-et-Loire, puisqu'on voit qu'au niveau national, c'est le bâtonnet rouge. On voit bien que la récolte au niveau national est aussi plus faible que les récoltes habituelles. Du coup, les cours. Alors les cours, donc en rouge, vous voyez la courbe des appellations régionales en Bourgogne. En vert, c'est la courbe du Beaujolais, et puis en bleu, c'est les autres vins. Donc moi, je vous parle surtout des appellations régionales. Donc on voit bien que depuis la récolte 2018, hein, il y a eu un très fort tassement des cours. Hein, les cours sont orientés à la baisse. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est avec la petite récolte qui est annoncée, est-ce que les cours vont pas se réorienter à la hausse? Voilà, hein, ça on peut penser ça. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que pour ce qui concerne la viticulture, on a quand même 2 épées de Damoclès au-dessus de la tête, qui sont les menaces de taxation du vin français par Donald Trump. Voilà, même si, a priori, pour l'instant, ça s'est un peu calmé, on sait bien que Donald Trump est assez imprévisible. Et puis, bien sûr, sur notre deuxième gros marché, qui est le Royaume-Uni, on a toujours l'épée de Damoclès du Brexit. On ne sait toujours pas ce que ça va donner. Voilà, ça, c'est pour la viticulture rapidement. Je passe au bovin-viande. On va commencer par la carte de la pousse des prairies en date du 20 août. Donc cette carte qui est produite par les services de la DRAF sur la base des données ISOP. Donc si on regarde là vous avez la Bourgogne-Franche-Comté, mais si on regarde donc la carte de la Saône-et-Loire, on voit bien que tout l'ouest a été fortement impacté, avec une pousse de prairies déficitaire de plus de 25% par rapport à la période de référence. Et par contre, l'Est, bon, ça se passe mieux. Hein. Voilà, donc si je passe à la suivante, du coup, dans cette conjoncture, la conjoncture pour les bovins viande, elle est très mauvaise, avec le moral des éleveurs qui est au plus bas. La deuxième année de sécheresse, avec ici en Saône-et-Loire, on l'a vu, l'Ouest qui est pas touché, l'Est hein, beaucoup moins. Et dans cet ouest de la Saône-et-Loire, il y a des secteurs qui sont particulièrement très impactés. Je pense à Bourbon-Lancy, Issy-l'Évêque. Issy-l'Évêque, en plus, qui a eu un épisode de grêle cet été qui n'a rien arrangé. Donc ensuite, les difficultés pour les agriculteurs, évidemment, c'est l'affouragement des animaux. Dans les secteurs vraiment les plus touchés, ça a pu démarrer au 20 juin, mais en gros, les éleveurs ont dû commencer à fourrager au mois de juillet. Et puis, il y a aussi la question de l'eau qui devient quand même un problème majeur, puisque dans beaucoup d'endroits dans l'ouest de la Saône-et-Loire, les sources sont taries. Du coup, ça oblige les éleveurs à abreuver les animaux, donc ça prend du temps. Mais ça pose aussi de plus en plus la question de la gestion de l'eau, du partage de l'eau avec le reste de la population aussi, puisque lorsque les sources sont taries, les éleveurs sont obligés de basculer sur l'eau de ville. Donc voilà, et évidemment, ça va encore alourdir le niveau des charges dans les exploitations. La sécheresse, c'est aussi des difficultés par rapport à la réimplantation des prairies temporaires qui avaient été déjà beaucoup abîmées par la sécheresse de l'année dernière. Et enfin, on verra, j'ai une courbe là-dessus plus tard, c'est toujours la question de la décapitalisation qui s'accélère en Saône-et-Loire. Du coup, en plus de ça, on a des cours qui sont en baisse pour les broutards et les femelles grasses. Donc les courbes, vous les avez, je ne les commenterai pas.
Les broutards, on a une baisse beaucoup plus sévère que d'habitude à cette année-là, que d'habitude à ce moment-là de l'année. Voilà, c'est dû, ces cours, à un déséquilibre entre l'offre et la demande, puisqu'on a une consommation qui est toujours en repli. Il y a le problème des animaux qui arrivent sur le marché du fait de la décapitalisation. Et puis, pour rajouter donc une touche générale à ce tableau qui est plutôt sombre, j'ai rajouté l'agribashing, bon, voilà, le dénigrement systématique de l'agriculture, et particulièrement vis-à-vis des éleveurs par rapport à la consommation de viande. Voilà, donc la diapo suivante, c'est juste des données qui m'ont été transmises donc, par l'EDE 71, et c'est intéressant puisqu'on voit l'évolution du nombre de bovins allaitants en Saône-et-Loire depuis l'année 2000. Donc on voit bien que depuis l'année 2000, on a eu une très forte diminution du cheptel allaitant, puisqu'on a quand même près de 100 000 animaux de moins. Et on voit bien que depuis les 2 dernières années, ça s'est fortement accéléré, cette décapitalisation. En Saône-et-Loire, cette année, on a encore 4000 naissances de veaux allaitants en moins par rapport à l'année précédente. Et à signaler que cette année, on devrait passer en dessous de la barre des 200 000 naissances en veaux allaitants, voilà, pour la première fois en Saône-et-Loire cette année. Voilà. Donc j'en ai fini sur le bovin allaitant et on passe au bovin lait avec une note un peu plus positive. Puisque là, on va dire que la conjoncture en lait est favorable, hein, on peut le dire. D'abord, on l'a vu sur la carte, mais c'est confirmé par les techniciens qui travaillent sur ce secteur. Le bassin laitier Bressan, alors quand je parle de la conjoncture laitière, c'est vrai que c'est beaucoup quand même côté est. Hein. Donc le bassin laitier Bressan, il est quand même peu touché par la sécheresse. Donc même depuis le mois de juillet, il y a 200 millilitres d'eau qui sont tombés. Donc voilà, il y a eu du fourrage qui a poussé, des nouvelles coupes qui ont été faites, etc. En plus, les éleveurs laitiers, ce sont des polyculteurs-éleveurs. Donc, en général, ils ont fait une très bonne récolte en blé. Alors, ça viendra compenser voilà, les cours qui sont moins bons, les rendements qui sont moins bons en maïs. Pour ce qui concerne la collecte, eh ben, en Saône-et-Loire, on a plutôt une collecte stable. Depuis maintenant, quand même, même s'il y a eu une baisse là dans les années 2016, ça a remonté. On est près de 133 millions de litres produits en 2018. Soit 2% de plus que l'année précédente. Alors, il y a eu une baisse sur le premier trimestre qui était due à la mauvaise qualité des fourrages de 2018, aux mauvaises conditions. Mais enfin, là, je vous le dis, il y a eu de l'herbe. Donc, il y a plein de lait dans les laiteries, en tout cas plus que l'année dernière. Et puis, je finirai sur les prix. Les prix en lait sont plutôt bien orientés, du moins en Saône-et-Loire, depuis 3 ans. Puisque en Saône-et-Loire, on a du lait de bonne qualité sanitaire, avec des bons taux. Donc du coup, on a quand même des prix qui sont autour de 360-375 € les 1000 litres. Donc c'est plutôt des prix qui sont supérieurs aux prix pratiqués dans les autres départements de Bourgogne pour le lait hors AOP, hein, je m'entends. Voilà. Et là, pour finir, on voit donc cette courbe. Là, c'est une courbe sur la durée, 2015-2019. Donc, si on regarde, alors là, je vois plus les couleurs, mais en gros, le lait non AOP, c'est le vert, il me semble. Donc, on voit que le lait non AOP, hein, il a quand même repris depuis l'année 2018. Bon, là, ça a un peu rebaissé, mais c'est plutôt en Saône-et-Loire, parce que là, c'est une courbe Bourgogne-Franche-Comté. En Saône-et-Loire, on est plutôt sur une collecte en hausse. Voilà, j'en ai fini pour ce rapide point de conjoncture. Merci Sophie. Préparer un micro, peut-être. Y a-t-il des remarques par rapport à ça, des points à rajouter? Surtout pour Alexandre. Oui, Alexandre Saunier, donc je m'occupe de la production ovine. Je voulais, on n'a pas eu de point sur la production ovine, mais c'était pour rappeler un petit point, profiter qu'il y ait la DDT et puis la préfecture, il me semble, qui est présent aujourd'hui, pour parler du sujet prédation.
parce que du coup, on a fait une cellule loup à la fin du printemps, et puis il était convenu qu'il y ait des échanges entre l'ONCFS, la DDT et puis la préfecture pour alerter quand il y aura des différentes attaques de loups sur le département. Il y en a eu, il y a eu des constats faits par l'ONCFS, mais il n'y a pas eu d'échange avec la Chambre d'agriculture. Laurent Solas, qui s'occupe de ça à la Chambre, a été informé, mais par les autres départements ou par les agriculteurs concernés. Du coup, je voulais juste faire un rappel sur le fait qu'il faut qu'on arrive à mieux échanger sur ce sujet, parce que c'est important pour nous, les éleveurs. On est les premières victimes quand même de la présence du loup. Et il y a eu des constats faits officiellement, les autres départements l'ont fait, à Givry notamment, à Hanau, au mois de juillet-août. On a été informé par le JSL, entre autres. Ah mais c'est bien, mais il faut demander au JSL sur ces choses-là, c'est sûr. Ouais. Non, moi j'ai pas connaissance d'attaque de loup. Il y en a eu une qui a été identifiée. Mais depuis juillet-août, mais c'est tout. C'est tout. Les autres attaques n'ont pas été qualifiées comme étant susceptibles d'avoir été provoquées par des loups. Ça a été écarté. Alors, on n'a pas les mêmes infos du coup, l'ONCFS. Ah ben ouais, mais il va falloir qu'on fasse une réunion avec le JSL. Non, mais justement, l'ONCFS sur les autres départements ont par exemple une attaque répertoriée à Givry au mois de juillet. En Saône-et-Loire, l'ONCFS. Alors après, ça n'a peut-être pas été communiqué à la DDT, au préfet, voilà, avec un écrit. À Hanau également au mois de juillet, fin juillet, et du coup, l'info n'a pas été peut-être jusqu'à vous, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est avéré, et l'ONCFS a fait un vrai constat. Après, voilà, on a normalement une cellule loup qui devrait être reconduite par le préfet au mois de septembre-octobre. Donc, on en attend par rapport à cette cellule. Non, il n'y a pas de... Alors, là-dessus, les choses sont parfaitement claires. L'information, vous l'aurez en direct dès que les choses sont confirmées. C'est comme ça que ça doit marcher. Alors, et ça fonctionnera comme ça. Comment fonctionne ? Mais je répète, il n'y a pas été identifié d'attaque de loup supplémentaire cet été. Alors, s'il y a besoin de vous le confirmer, je crois que ça ne posera aucun problème pour le préfet de réunir la cellule pour faire le bilan et vous donner l'information en direct officiellement par l'ONCFS, futur OFB. Donc, mais je vous assure que là-dessus, on a un suivi très régulier, très précis, et on ne cachera rien. C'est l'intérêt de personne. Hein. Si on veut travailler et si on veut être efficace sur ce sujet-là, c'est ensemble. Donc, c'est le but de ma remarque. Clarté totale. C'est le but de ma remarque, c'est qu'il y ait plus d'échanges entre nous. Après, mon info n'est pas que celle du JSL, il ne faut pas se rappeler comme ça, c'est l'ONCFS d'un autre département. Alors, je ne sais pas comment gérer l'ONCFS avec vous ou avec le préfet. Moi, j'ai un patron de l'ONCFS dans le département, il s'appelle Aurélien Lacondemide, et c'est sous son, c'est avec lui qu'on travaille, c'est quelqu'un à qui j'ai toute confiance. On l'a démontré quand il y a eu l'attaque, là, sur l'attaque, avec tout le dispositif, où très rapidement, j'ai prévenu du monde et on a organisé les choses pour avoir l'information avec la présence de la spécialiste, de l'experte loup et ONCFS qui est bref, on a fait travail. Non mais je vous assure, on est vraiment dans un dispositif qui est maintenant très largement cadré dans tous les départements qui malheureusement subissent ces situations. Donc Frédéric Borne, responsable du service élevage. Je ne vais pas revenir sur ce qui nous a été présenté par rapport à la conjoncture économique et la conjoncture de sécheresse. Simplement, ce n'est pas non plus pour être plus morose qu'on ne l'est déjà dans les campagnes. Moi, je tenais quand même faire cette intervention aujourd'hui
quand même pour vous faire toucher du doigt une situation qui devient quand même plus que inquiétante, parce que quand on dit que le moral est au plus bas, moi en tant que responsable, et ça je l'assume, mais voilà, il ne passe pas une semaine, voire même des fois dans une semaine, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait la visite d'un collègue ou un coup de fil, des gens qui sont désespérés, des gens qui sont au bout du rouleau. On a des demandes d'arrêt d'activité, ce ne sont pas les gens qui sont à la veille de partir en retraite, mais c'est des gens qui ont une quarantaine d'années, 45 ans, et qui ont envie vraiment de faire autre chose parce que vous avez le contexte qui est là. Ça se cumule avec une évolution démographique qui est quand même très très inquiétante. 7 vaches sur 10 sont détenues par des gens qui ont un peu plus de 52-53 ans. Donc l'évolution démographique, elle va être énorme sur le département. Je parle là pour surtout la partie élevage. Des structures qui sont quand même relativement déjà très très grosses, très conséquentes. C'est plus les petites exploitations de 20-25 vaches où on pouvait reprendre assez facilement. Je vous avouerai qu'en tant que responsable de ce service, on est relativement inquiet. Et voilà, donc la Chambre d'agriculture, on a essayé de mettre en place, on va dire, une cellule de réflexion pour justement déjà identifier la situation et la cartographier sur le département, parce que, comme ça a été dit, c'est pas non plus très homogène sur le département. C'est sûrement sur la partie vraiment, on va dire, est-centre du département. Donc ça devient une situation compliquée. Les gens n'y croient plus guère. Ce qu'on en disait tout de suite avec Yves, on a une décapitalisation, mais c'est pas ce qui fait remonter non plus les cours des bovins. On a eu des lois Egalim qui ont été mises en place et tout ça. On a fait espérer beaucoup aux paysans, comme on avait fait espérer avec la réforme de la PAC verte, que tout allait revenir sur l'élevage. Au bilan, on n'a pas vu vraiment une évolution de la PAC vraiment dans ce sens-là. Les cours, on n'en est que malheureusement, on ne s'est jamais fait autant serrer le kiki face à la grande distribution et tout ça, parce que même si on nous explique qu'il y a moins de consommation, alors certes en viande générale il y a peut-être un petit peu moins de consommation, en viande rouge il s'avérerait quand même qu'ils s'en reconsomment quand même un peu. Au mois de juillet ça a augmenté quand même de 2%. Sauf que l'abattage n'augmente pas, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il rentre plus en plus d'imports. Donc ça devient quand même un sujet qui est quand même, à mon avis, inquiétant. Je crois qu'il y a aussi les représentants des propriétaires qui sont là. Il y a aussi quelques propriétaires qui commencent à s'inquiéter parce qu'il y a des cédants qui veulent laisser leur exploitation. Il n'y a plus guère de candidats pour les reprendre. Si la pression foncière avait été assez importante sur le département, elle l'est quand même beaucoup moins aujourd'hui. Donc voilà, de le dire, c'est une chose. Maintenant, l'équipe de la Chambre d'agriculture, on va essayer de défricher un petit peu une méthodologie pour essayer d'aborder cette problématique. Alors on en est au stade embryonnaire, on a encore pas, mais je pense qu'il va falloir quand même qu'on prenne à bras le corps cette problématique, parce que la cartographie de notre département risquerait de changer assez rapidement. Voilà, merci. Cécile et Christian, Cécile, honneur aux dames. On va prendre celui-ci. Bonjour à tous, Cécile Jacob, je représente l'élevage caprin en Saône-et-Loire, entre autres. Nous, un constat aussi un peu mitigé, étant donné que c'est la deuxième sécheresse qu'on accuse. Donc forcément des productions laitières en baisse. Heureusement, notre filière s'organise principalement sur de la transformation fromagère, donc on peut espérer pouvoir accuser le coût de cette augmentation sur des prix de vente un peu plus rémunérateurs les années suivantes. Mais bon, toujours pareil, un peu le couteau sous la gorge en fonction des cours du foin, consommer trop de foin et la production un peu en baisse. Et donc des années compliquées, des années qui s'enchaînent. Après, je voulais juste vous faire une petite remarque sur le fait que on est beaucoup en vente directe et donc il y a l'ouverture des marchés au niveau des collectivités sur justement des produits de producteurs locaux. Malheureusement, nous cette année au mois de mai, on a eu une très mauvaise nouvelle liée au lait cru, étant donné que le ministre de l'Agriculture a considéré que nos produits étaient dangereux
pour les enfants de moins de 5 ans, voire pour les enfants de moins de 15 ans au niveau du lait. On met tout en œuvre avec la FNEC au niveau du national pour leur montrer que nous savons gérer nos transformations fromagères. Nous avons une maîtrise en place. On a été même jusqu'à l'Europe et c'est nos réglementations qui ont été prises en compte pour ces nouveaux dispositifs. Donc nous mettrons tout en œuvre jusqu'au bout pour vous montrer que nos produits ne sont pas dangereux, entre autres pour les enfants, qu'au contraire, il y a tout un potentiel à mettre en avant, parce que depuis qu'on consomme moins de lait cru, il y a de plus en plus d'allergies. Mais petit acteur comme nous, on ne peut pas aller représenter notre filière devant de gros industriels pasteurisés. Donc on a eu ce souci-là qui nous est tombé dessus, alors que ça ouvrait des marchés, des nouveaux marchés au niveau collectif. Donc pour l'instant, on leur montre que nous sommes des professionnels, nous sommes bien formés. La Chambre d'agriculture met en place des techniciens d'élevage, des techniciens fromagers, des techniciens de conseil en tout genre pour le bien-être de nos animaux. Et donc, on peut vraiment être clair avec vous, vous ouvrir les portes de nos fermes sans souci, de nos fromageries également. On connaît tous notre métier du début jusqu'à la fin, que ce soit de l'élevage jusqu'à la transformation, jusqu'à la commercialisation, jusqu'à la comptabilité. Bref, il y a une maîtrise complète. Donc maintenant, on aimerait vraiment qu'il y ait du soutien au niveau vraiment national sur ce produit qui est bon pour la santé et non dangereux pour nos enfants. Je vous remercie. Merci. Donc, Christian, Louis. Après, Christian. Oui, un tout petit mot simplement pour donner mon sentiment par rapport à la crise que l'on est en train de vivre en agriculture. Alors une crise qui est exacerbée par la problématique de la sécheresse que l'on est en train de vivre à l'instant. Et puis une sécheresse qui perdure, qui va persister. Les nouvelles ne sont pas encourageantes du côté de la météo pour les 15 jours à venir, ce qui veut dire qu'on est en situation de crise très forte au niveau des herbages, très forte au niveau des ressources en eau. J'insiste là-dessus parce que peut-être que cette situation-là, nous ne l'avions pas connue l'an dernier. On avait un déficit en forage, un déficit en eau potable notamment, et en eau pour abreuver les animaux. Ça n'était pas trop le cas. Cette année, ça prend des allures quand même différentes. Donc je pense qu'on a une première action à conduire, c'est de regarder comment on peut envisager un classement au titre des calamités de notre département, à l'image de ce que l'on a fait l'an dernier. Alors, je me tourne vers M. Dussara, je sais que vos services sont extrêmement compétents sur le sujet, vous avez beaucoup travaillé l'an dernier, vous y êtes parvenu avec difficulté, parce que les critères n'étaient pas forcément favorables à un classement. Je ne sais pas cette année comment ça peut se passer. Néanmoins, on compte sur vous et vos services pour faire en sorte que notre département puisse être classé à ce titre-là. Sur un deuxième point, mais qui rejoint la sécheresse, je l'ai dit à Bernard Lacour à plusieurs reprises, moi je souhaiterais que l'on engage des réflexions pour inciter les éleveurs à construire des bâtiments de stockage, parce que je crois que le stockage, il est important. À certains moments, on a des ressources de fourrage qui ne sont pas négligeables, mais on a aujourd'hui des possibilités, alors soit via des subventions des collectivités locales, soit plutôt, et je l'ai vu réaliser dans notre secteur et puis dans d'autres, le photovoltaïque peut être aussi un élément qui nous permette d'aborder ce sujet de la construction avec sans doute un petit peu plus de moyens pour nos éleveurs. Donc ça, c'est les éléments importants que je souhaitais vous dire. Je reviens 2 secondes sur l'agribashing que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'on le subit quasiment tous les jours. Moi, je m'occupe aujourd'hui de la rénovation, de la reconstruction de l'abattoir d'Autun. Je peux vous dire que j'en entends
des vertes et des pas mûres, régulièrement, par les associations de défense des animaux, par les associations de défense de l'environnement, par bref, voire certaines associations de défense des consommateurs. Moi, je pense que, aussi bien pour les réalisations telles que je viens de l'expliquer aujourd'hui, que pour nos exploitations agricoles, ne fermons pas la porte, ne coupons pas le dialogue avec ceux qui parfois nous critiquent, parfois nous excitent. Moi, je pense qu'il faut conserver la discussion avec ces gens-là. On les aura toujours face à nous, ça c'est clair. Néanmoins, la discussion, elle permet parfois de crever des abcès et elle permet parfois de trouver les bonnes solutions d'explication. Je voudrais m'arrêter, et je m'adresse là au président, sur un autre dossier. Le dossier de classement en zone de montagne. On a aujourd'hui 2 dossiers qui sont en cours. L'un sur le secteur du massif du Chon. Je viens d'envoyer d'ailleurs avec mes collègues Marie-Claude Barnet et Jean-Marc Hippolyte un dossier complet aux élus du département. Je me tourne vers Jean-Paul Émorine et Marie Mercier. Vous allez le recevoir, ou vous l'avez peut-être reçu hier ou aujourd'hui. Donc on vous demande d'intervenir pour que ce dossier, bonjour monsieur le préfet, pour que ce dossier voit le jour et avance correctement. Alors je sais que pour le massif du Chon, pour les 10 communes du massif du Chon, on est plutôt pas mal placé. Ça avance plutôt favorablement. On espère évidemment qu'une décision favorable sera prise prochainement, conjointement par le ministre de l'Agriculture et par les services de la communauté européenne. Mais on a un second dossier qui est en cours, alors qui est moins avancé. C'est celui qui se situe autour de Blanneau. J'ai eu beaucoup de contacts avec Jean-François Farinck, le maire de Blanneau, qui conduit le dossier avec beaucoup d'impatience, parce que son territoire a été écarté des zones défavorisées, alors qu'on est situé dans des zones qui méritent un soutien. Donc moi, je lui ai conseillé d'envisager, de regarder comment on pourrait trouver une solution pour envisager un classement en zone de montagne. Le conseil départemental va voter très prochainement un crédit de soutien pour réaliser l'étude via la Chambre d'agriculture. Donc c'est plutôt bien parti. Mais sur ces 2 dossiers-là, nous avons besoin de votre soutien car il est capital pour les éleveurs qui sont situés dans ces secteurs-là. Alors je rajoute que si nous avons pu conserver une zone défavorisée très large dans notre département, c'est largement en lien avec le fait que nous avons pu pointer du doigt les difficultés et déclassements en zone de montagne dans certains secteurs sur lesquels nous nous sommes appuyés pour faire considérer la plus grande partie du département en zone défavorisée. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis le dernier point que je veux évoquer, suite aux questions qui ont été posées, c'est le loup. J'ai écouté la réponse de M. Dussara. M. Dussara, je confirme tout à fait vos propos. Nous n'avons pas eu, aujourd'hui, en Saône-et-Loire, d'attaque caractérisée du loup. Par contre, je préside la commission agricole du parc du Morvan. Dans le parc du Morvan, nous n'avons pas eu non plus d'attaque. Par contre, nous avons identifié, via des caméras thermiques, la présence du loup dans ces secteurs-là. Alors, les éleveurs sont inquiets, la population aussi est inquiète. Nous n'avons pas eu d'attaque, je le répète. Néanmoins, j'organise le 7 octobre prochain une réunion sur ce thème-là, alors au niveau du parc, à Saint-Brisson dans la Nièvre. Mais il faut comprendre que la présence du loup aujourd'hui dans nos secteurs nous fait poser des questions, même si, pour le moment, il n'a pas montré sa dangerosité, pas plus en Saône-et-Loire que dans la Nièvre. Voilà les quelques mots que je souhaitais dire. Voilà, merci Christian. Avant de donner la parole à Louis, 2 réponses. Après, on va, il y a un sujet 2. On va donner la parole à Olivier Torres pour qu'il nous explique ce que c'est en lien avec la conjoncture, et on reviendra, à la situation de l'agriculture en général. Donc, on pourra reprendre le débat sur un certain nombre de sujets. Avant de donner la parole à Louis, 2 réponses. Premièrement, sur le Clunigeois, effectivement.
Enfin, là-dessus, il y a eu quand même un travail considérable de fait. Ça a été dit d'ailleurs, ces zones défavorisées et plus particulièrement sur cette zone-là, avec l'incompréhension totale de tous. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est incroyable que des communes comme Blarno soient pas en zone défavorisée. Ça, personne ne peut le comprendre. Bon, donc il y a un recours au tribunal par la FDSEA et par la Comcom. Nous, Chambre d'agriculture, effectivement, on travaille sur un dossier, alors double dossier, c'est-à-dire celui de l'accompagnement des agriculteurs qui risquent de sortir et en même temps une étude sur la pertinence d'une zone de montagne en sachant que la zone de montagne elle ne sera pas sur l'ensemble des 8 communes, il faut se dire les choses comme elles sont, et il y aura des gens dans le même territoire qui seront en zone de montagne alors que les autres sont en zone de plaine. Donc tout ça, voilà, moi, enfin, j'ai eu l'occasion d'en parler aussi bien en préfecture qu'avec les agriculteurs du coin. Voilà, nous, Chambre d'agriculture, on prendra nos responsabilités sur l'étude du dossier. S'il y a effectivement une petite partie qui peut être en zone, de montagne, on fera tout pour qu'elle le soit. Mais voilà, avant de partir, il faut qu'on connaisse les limites de l'exercice. Et sur l'élevage, on a pris décision en dernier bureau de mettre des moyens sous la responsabilité de Frédéric, de rassembler les gens de l'élevage pour effectivement se poser des questions sur quelles sont les mesures à notre niveau départemental pour accompagner une production dont on a du mal à avoir aujourd'hui la pérennité si les choses ne changent pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà. Donc Louis, et après... on passe à... Il y a 2-3 sujets par David et après on donne la parole à Louis Torres. Et après on redonnera la parole. Oui, bonjour à tous. Louis Carry, donc moi je vais vous parler de la partie avicole. Nous ne sommes pas en dehors des autres productions par rapport à la baisse de consommation. Pendant des années, en effet, on était en dehors, on continue à évoluer, mais là, cette fois-ci, on est touché aussi. Il y a donc une baisse de la consommation. On a nos entreprises du département et de la région qui sont en difficulté pour passer l'ensemble des productions. Des vides sanitaires qui sont plus longs pour les éleveurs. Et en même temps, on a quand même une augmentation des importations. Ça nous pose quand même un sacré problème, avec là aussi des accords internationaux qui ne vont pas arranger les choses. Et un autre problème que pour l'instant on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui va nous tomber sur la tête, c'est avec le Brexit, où on sait qu'il y a aussi une partie d'un contingent qui venait sur l'Europe et qui allait en Angleterre, risque de nous revenir en pleine face. Et en même temps, nous, éleveurs, on nous demande de monter en gamme, de produire sans antibiotiques, sans OGM. Et c'est là où on a de la peine à comprendre comment on peut s'en sortir. On nous dit qu'il faut absolument qu'il y ait une consommation qui soit aussi plus locale. On est prêt, on essaye de faire des rencontres. J'en ai une encore dans 15 jours avec une communauté de communes. On est prêt à fournir. Le seul problème qu'on se trouve, c'est le prix. On est toujours, vu qu'on nous met toujours des normes supplémentaires, donc forcément, ça augmente nos coûts. Et en face, sur l'importation, on ne demande qu'une chose, c'est le prix. Donc là, il y a quand même un vrai questionnement à avoir, comment on va pouvoir s'en sortir. Merci Louis. Donc voilà. C'est vrai que ce qu'on retrouve ici pour l'aviculture, on le retrouve c'est la question de la compétitivité de notre agriculture en général, c'est-à-dire à la fin de coller des contraintes et des charges et de ne pas avoir en face le produit augmenté, ça devient assez rapidement compliqué. Donc là, je donne la parole à David sur quelques projets là, qui sont engagés. Enfin, c'est le Carson qui sont engagés et je demande à Olivier Torres de s'approcher pour le sujet de la santé du dirigeant. Non, merci Bernard. Donc très rapidement, ça a été évoqué dans le programme de mandature, en disant la transformation numérique de l'agriculture, la Chambre devait travailler dessus. Donc vous dire que sur ce dossier-là, donc il y a deux rendez-vous cet automne, rendez-vous auquel la Chambre est partenaire et co-organisatrice. Tout d'abord un rendez-vous le 15 octobre
ici à la ferme de Jalony sur l'agriculture 3.0, le numérique au service des filières agricoles, que nous organisons donc avec le PETR, la ferme de Jalony, la région et la chambre d'agriculture. Donc c'est ouvert, donc si vous souhaitez venir sur cette conférence, vous êtes les bienvenus. Et puis en décembre avec Nice et Forcité, donc à Chalon-sur-Saône, une autre conférence qui portera sur la place de la robotique dans l'agriculture, aussi sur les conditions, peut-être pour améliorer les conditions de travail de l'éleveur. Donc 2 rendez-vous, 15 octobre et 12 décembre. Un ici à Jalony, l'autre à Nice et Forcité, autour de l'agriculture 3.0 et de la robotique. Ensuite, je l'évoquais tout à l'heure en première partie de la session, donc sur le Vitilab, donc, qui est un projet qui doit se mettre en œuvre sur la commune de Davaillé, sur le site du Vinipôle. Donc nous avons déposé le permis de construire le 5 août. Nous attendons la décision définitive d'octroi du permis de construire pour pouvoir engager les travaux cet hiver, enfin lancer les appels d'offres et réaliser les travaux à l'hiver et au printemps 2020 en vue d'une livraison et d'une ouverture à l'été 2020. Voilà, alors on va vous montrer à quoi va ressembler le lieu, enfin à quoi pourrait ressembler le lieu. Donc c'est une intégration paysagère, donc vous avez le Vinipôle en arrière-plan. Donc nous sommes sur un bâtiment de 150 mètres carrés avec un étage réalisé en container de bateau. Qui permettra d'accueillir un Fab Lab, un tiers-lieu, une résidence de start-up qui souhaite travailler sur la viticulture connectée. Et puis le bâtiment fera l'objet d'une couverture artistique, puisqu'un graffeur c'est les esquisses du graffeur que vous avez sous les yeux, va réaliser des grappes de raisin monumentales sur le bâtiment, afin de l'intégrer sur le site. Donc c'est un graffeur professionnel qui interviendra sur le bâtiment pour pouvoir l'intégrer au paysage. Voilà, et comme il est dédié à la viticulture, donc vous aurez un certain nombre de grappes de raisin sur le bâtiment. Voilà, donc le dossier est en cours d'instruction par les services de la commune de Davaillé et de l'agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération, et donc le NBA, et donc on va attendre maintenant la décision. Et une fois que nous aurons l'obtention du permis de construire, nous pourrons lancer les appels d'offres en vue de la réalisation du bâtiment. Voilà.